Bonjour à tous! Quel était le rapport des Gaulois aux femmes, à la sexualité, à la mort? Comment étaient reçus les voyageurs en Gaule? Mais comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, les Gaulois n'avaient pas d'écriture propre et on n'a aucun texte gaulois écrit par un Gaulois pour décrire son propre peuple. On dépend donc des sources grecques et latines avec leur dose de préjugés. Per il formaggio? Beh, l'escargot, i croissant. O la baguette, che è un pane francese. La baguette. Je vous propose donc un passionnant voyage 21 siècles en arrière au cœur de la société gauloise telle qu'elle a été vue par ses contemporains, les Grecs et les Romains. Si vous arrêtiez un Romain dans une rue de Rome et que vous lui demandiez son avis sur les Gaulois, sa première réponse serait probablement de les décrire comme un peuple guerrier. Par exemple, dès le début du IIIe siècle, l'historien grec Polybe nous parle d'un peuple saisi d'une folie guerrière. Strabon, de son côté, nous dit « Tous les peuples appartenant à la race dite gallique ou galatique sont fous de guerre, irritables et prompts à en venir aux mains, du reste simple et point méchant. À la moindre excitation, ils se rassemblent en foule et courent au combat. » Strabon nous dit aussi au sortir du combat, ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils ont tués et les rapportent avec eux pour les clouer, comme autant de trophées aux portes de leur maison. Information aussi reprise par Diodore. Aux ennemis tombés, ils coupent la tête et l'attachent au cou de leurs chevaux. Cette pratique, assez barbare, il faut bien le reconnaître, est confirmée par l'archéologie. Premièrement avec la statue d'Entremont qui représente un guerrier qui exhibe des têtes coupées. Cette pratique est aussi confirmée par les incroyables découvertes sur le site de Ribemont-sur-Ancre en Picardie. Ce site a été le témoin d'une immense bataille entre Gaulois. On y a retrouvé 10 000 armes et objets métalliques et 40 000 os, mais aucun crâne humain. Diodore de Sicile nous donne aussi cette curieuse anecdote. Quelques-uns d'entre eux méprisent la mort au point de s'exposer nus et n'ayant qu'une ceinture autour du corps. Il nous dit aussi, quant aux têtes des ennemis les plus renommés, il les embaume avec de l'huile de cèdre. De son côté, Aristote nous dit « Les Celtes ne craignent ni les tempêtes ni les séismes ». En ce qui concerne leur armature, Diodore évoque des cornes fixées à leur casque. D'ailleurs, en parlant de casque, regardez ce formidable casque celte retrouvé dans la Marne et qui date de 3 siècles avant la guerre des Gaules. Il est donc bien antérieur aux observations de la plupart de ces gréco-latins. Alors, je vais beaucoup citer Strabon et Diodore. En fait, aucun des deux n'a visité les Gaules, mais ils reprennent les observations d'autres voyageurs, notamment Posidonios d'Apamée, qui lui a visité la Gaule. Malheureusement, l'ouvrage de Posidonios, un véritable guide du routard de la Gaule, a été perdu. Mais ses observations ont largement été reprises, notamment par Strabon et Diodore. Les Gaulois étaient aussi très appréciés comme mercenaires. L'historien Tite-Live nous parle par exemple de 10 000 guerriers gaulois qui partent combattre pour le roi de Macédoine Persée. On sait aussi que Denis de Syracuse a employé beaucoup de Gaulois. Et dans la période gallo-romaine, les guerriers en provenance de la Gaule excelleront, notamment dans la cavalerie. Physiquement, Strabon les décrit comme de haute taille. De son côté, César nous dit « Aux yeux de tous les Gaulois, notre petite taille à côté de leur haute stature est un objet de mépris. » D'ailleurs, concernant les Germains, Strabon nous dit « Physiquement et politiquement, les deux peuples se ressemblent et peuvent passer pour frères. » Pour Diodore de Sicile, les Gaulois sont d'un aspect effrayant, et je le cite « Ils sont grands de taille, ils ont la chair molle et la peau blanche. Leurs cheveux sont naturellement blonds, et ils cherchent par des moyens artificiels à rehausser cette couleur. Ils les lavent fréquemment avec une lessive de chaux. Ils les retirent du front vers le sommet de la tête et la nuque. Mais encore, grâce à ces moyens, les cheveux s'épaississent tellement qu'ils ressemblent au crin des chevaux. » Concernant ses habitudes capillaires, il dit encore « Quelques-uns se rasent la barbe et d'autres la laissent croître modérément, mais les nobles se rasent les joues et laissent pousser les moustaches d'une manière qu'elles leur couvrent la bouche. » Voyons maintenant les habitudes alimentaires des Gaulois. Et alors là, on est vraiment très loin de l'homme soja déconstruit. Et que cette viande rouge renvoie à toute une masculinité autour de la viande. Strabon nous dit « Ils se nourrissent de lait, de viande de diverses sortes, mais surtout de viande de porc fraîche ou salée. » Et comment prennent-ils leur repas? Diodore de Sicile nous dit « Ils prennent leur repas, non pas assis sur des sièges, mais accroupis sur des peaux de loup ou de chien. Et ils sont servis par de très jeunes enfants de l'un et de l'autre sexe. » Il nous parle aussi de chaudières et des broches garnies de quartiers entiers de viande. Oui, ça m'a choqué. D'ailleurs, déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Polybe nous disait, je cite, « Ils habitent des villages non fortifiés et sont étrangers à toute forme d'industrie. » Ce qui est discutable, je continue. « Couchant sur des litières, ne mangeant que de la viande, pratiquement seulement la guerre et l'élevage. Leur avoir consistait en troupeaux et en or. »
Et comment ne pas évoquer les fameux banquets gaulois dont l'existence a été confirmée par l'archéologie, notamment à Fesques en Normandie. On y a retrouvé des dizaines de milliers d'ossements de veau et des débris de gobelets, témoins de l'organisation d'un véritable banquet géant. Regardez d'ailleurs ces pieds découverts à Fesques. On pense qu'ils appartenaient à un condamné à mort. Concernant la boisson des Gaulois, Diodore de Sicile nous dit « L'excès de froid altère tellement le climat que la vigne et l'olivier n'y croissent pas. C'est pourquoi les Gaulois, privés de ces fruits, font avec de l'orge une boisson appelée zitos. Ils font aussi tremper du miel dans de l'eau et s'en servent en guise de boisson. Aimant jusqu'à l'excès le vin que les marchands leur apportent sans mélange, ils en boivent si avidement que, devenus ivres, ils tombent dans un profond sommeil ou dans des transports furieux. » Il nous dit aussi, je cite, « qu'en échange d'un tonneau de vin, les marchands reçoivent un jeune esclave troquant ainsi leur boisson. » D'ailleurs, concernant les Germains, César nous dit qu'ils interdisent absolument l'importation du vin, parce qu'ils estiment que cette boisson diminue chez l'homme l'endurance et le courage. Voyons maintenant la campagne gauloise. Strabon nous parle d'une grande quantité de bétail, surtout de moutons et de porcs. Il nous parle aussi des porcs qu'on rencontre dans la campagne gauloise, et il nous dit d'eux qu'ils ont une taille, une vigueur et une vitesse si grande qu'il y a du danger à s'en approcher. En ce qui concerne la culture, il nous dit que le reste de la Gaule produit du blé et en grande quantité, mais aussi du millet et des glands. Et concernant la vigne, il nous dit que plus on voyage vers le nord, plus elle ne réussit qu'avec peine. L'archéologie a confirmé elle un riche pays agricole. Les campagnes étaient parsemées de fermes et de domaines ruraux. Grands consommateurs de viande, il semble que les Gaulois ne valorisaient pas beaucoup le travail agricole. Le Romain Cicéron disait d'eux « Les Gaulois trouvent honteux de se procurer du blé par le travail. Aussi vont-ils, les armes à la main, couper la moisson sur les champs d'autrui. » Après, toutes les références que j'ai de Cicéron sur les Gaulois sont super négatives. Je n'aime pas trop les Français d'ailleurs. Concernant la chasse, l'historien Arrien nous dit qu'elle est le privilège du riche. Et l'archéologie semble confirmer cette remarque puisqu'on ne trouve quasiment jamais de restes d'animaux sauvages dans les restes d'habitat. A noter quand même que César décrit les chevaux comme la grande passion des Gaulois, qu'ils acquièrent à n'importe quel prix. Strabon nous parle de la population élevée de la Gaule. Diodore nous dit de son côté, je cite, « La Gaule est habitée par beaucoup de tribus plus ou moins populeuses. Les plus fortes sont environ 200 000 hommes et les plus faibles 50 000. » D'ailleurs, je vous expliquerai dans les prochaines vidéos cette incroyable trouvaille faite par les Romains. Un recensement extrêmement détaillé du peuple helvète écrit en alphabet grec. Aujourd'hui, les estimations moyennes parlent de 10 millions d'habitants, ce qui est considérable pour l'Antiquité. Concernant les migrations, Strabon nous parle de cette habitude de se déplacer, eux, leurs familles et leurs biens, dès qu'ils se voyaient attaqués sur leur terre par un ennemi plus fort. En fait, il faut bien comprendre que la nation de ces peuples, c'est justement leur peuple, et pas forcément un espace géographique. J'en parlerai aussi plus en détail dans la prochaine vidéo sur les différentes nations gauloises. Les femmes gauloises, ma partie préférée de cette vidéo. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Victor. Je viens pour Ah le... oui, je vous attendais. Merci, Rentrez. c'est gentil. Strabon nous parle de l'heureuse fécondité des femmes gauloises et de leur supériorité comme nourrices. Alors Strabon a aussi cette phrase curieuse, il nous dit que chez les Gaulois, les occupations des hommes et des femmes sont distribuées juste à l'inverse de ce qu'elles sont chez nous. On pense qu'il fait référence au travail des champs. Diodore nous dit lui, chez les Gaulois, les femmes sont presque de la même taille que les hommes, avec lesquels elles rivalisent en courage. Politiquement, Plutarque nous informe que les femmes ont leur mot à dire, notamment lorsqu'il s'agit de déclarer une guerre. Société féministe donc? Non, on va pas s'enflammer. César nous dit par exemple que les maris ont droit de vie et de mort sur leurs femmes. Et les femmes mortes en couche étaient-elles légion? On le sait grâce à l'archéologie qui a révélé de nombreux squelettes féminins avec un fœtus. D'ailleurs, lors de sa conquête de l'île de Bretagne, donc notre Angleterre, César fait ce curieux commentaire sur les compatriotes entre guillemets celtes de nos Gaulois. Leurs femmes sont en commun entre 10 ou 12, particulièrement entre frères et entre père et fils. Il semble que les enfants n'étaient pas très valorisés dans la société gauloise. Par exemple, Aristote nous explique que les enfants étaient plongés dans l'eau pour vérifier leur viabilité. Un auteur anonyme nous raconte cette curieuse pratique. Le nouveau-né est placé sur un bouclier et ce bouclier est placé sur l'eau. S'il coule, c'est que l'enfant est adultérin. La même source évoque l'angoisse des mères. César nous dit aussi ceci. Ils tiennent pour honteux qu'un fils encore enfant puisse paraître publiquement devant son père.
Donc tout indique que l'éducation dépendait intégralement de la mère et que c'était donc un aveu de faiblesse masculine entre guillemets pour un homme de paraître avec ses enfants. L'archéologie, par le manque de sépultures d'enfants, nous a confirmé ce statut précaire des enfants dans la société gauloise. L'archéologie nous a aussi appris que le passage à l'âge adulte se faisait assez tôt, probablement vers l'âge de 14 ans. Et comment on le sait? Grâce à des découvertes de restes de guerriers gaulois de cet âge. Est-ce que les Gaulois, donc ces mâles guerriers mangeurs de viande, avaient des comportements homosexuels? Je cite ici Diodore. Quoique leurs femmes soient belles, ils ont très peu de commerce avec elles, mais ils se livrent à la passion absurde pour le sexe masculin. Et couchés à terre sur des peaux de bêtes sauvages, ils ont d'habitude à chaque côté un compagnon de lit. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que, au mépris de la pudeur naturelle, ils prostituent avec abandon la fleur de la jeunesse. Bah oui, réfléchissez, deux célibataires moustachus qui vivent ensemble avec un petit chien. De son côté, Aristote évoque aussi l'homosexualité des Celtes. Bon après, comme vous le savez, l'homosexualité a toujours existé. Elle est simplement plus ou moins refoulée en fonction des époques et des civilisations. Concernant l'hygiène, Diodore nous donne ce très curieux détail. Ils lavent chaque partie de leur corps avec de l'urine. Ils s'en frottent les dents et s'imaginent aussi bien faire pour l'entretien de leur corps. Bon, c'est l'heure de prendre une petite douche. Oh zut! J'ai plus de pipi. Bon, c'est pas grave, je vais la remplir. Concernant la parure, Strabon nous dit « Beaucoup de fanfaronnades ainsi que la passion de la parure, car ils se couvrent de bijoux d'or, portent des colliers d'or autour du cou, des anneaux d'or autour des bras et des poignets. » Strabon nous décrit aussi les Gaulois comme « insupportables d'orgueil ». De son côté, Timagène nous dit « On ne voit personne, même parmi les femmes dans une extrême pauvreté, traîner comme mailleur de sordides haillons. » Toujours est-il que les nombreuses découvertes de bijoux gaulois semblent aller dans le sens de ces observations. Est-ce que vous saviez que les Gaulois pratiquaient le sacrifice humain? Il semble en effet que des sacrifices sur des condamnés à mort avaient lieu tous les 5 ans et étaient organisés de façon rituelle, notamment pour pouvoir prédire l'avenir. Strabon nous explique que les Gaulois prédisaient l'avenir d'après la nature des convulsions du condamné. Il nous parle aussi d'autres types de sacrifices humains. Je cite. Tantôt, par exemple, la victime était tuée lentement à coups de flèche. Tantôt, ils la crucifiaient dans leur temple. Ou bien ils construisaient un mannequin colossal avec du bois et du foin. Ils faisaient entrer des bestiaux et des animaux de toutes sortes pêle-mêle avec des hommes. Puis ils mettaient le feu. Diodore, de son côté, nous dit « Lorsqu'ils consultent les sacrifices sur quelques grands événements, ils ont une coutume étrange et incroyable. Ils immolent un homme en le frappant avec un couteau dans la région au-dessus du diaphragme. Ils prédisent ensuite l'avenir d'après la chute de la victime, d'après les convulsions des membres et l'écoulement du sang. » Cicéron de son côté décrit les Gaulois comme d'horribles barbares n'hésitant pas à souiller leur autel du sang des victimes humaines. Donc toujours est-il qu'il est difficile de décerner la part du fantasme et de la réalité. Que ces sacrifices existaient, on n'en doute pas. Mais à quelle échelle? Tous les peuples gaulois? Mais il semble que cette pratique était déjà inexistante à la veille de la conquête romaine. D'ailleurs, des recherches archéologiques comme celle du sanctuaire de Gournay-sur-Onde en Picardie nous indiquent le sacrifice d'animaux. D'après le spécialiste français de la civilisation gauloise, Jean-Louis Bruno, il est possible que l'élite intellectuelle et morale de la Gaule, les druides, ait contribué à réduire puis à mettre fin à cette pratique. Comme vous le savez, des Grecs de Phocée se sont installés à Marseille près de 5 siècles avant la colonisation romaine, et leur influence sur tout l'arrière-pays semble avoir été considérable. Strabon nous dit que la ville grecque de Marseille était devenue la grande école des barbares, et que les Grecs avaient su, je cite, « rendre leurs voisins philhellènes au point que ceux-ci ne rédigeaient plus leurs contrats autrement qu'en grec. » L'écrivain Varron nous indique d'ailleurs que les habitants de Marseille étaient trilingues, puisqu'ils parlaient le grec, le latin et le celtique, c'est-à-dire le gaulois. On doit d'ailleurs aux Grecs l'introduction de la pièce de monnaie dans la civilisation gauloise, et quasiment tous les peuples gaulois commenceront à battre monnaie. En ce qui concerne les funérailles, César nous parle d'esclaves brûlés avec le corps de leur maître. Et même si l'incinération semble avoir été prédominante comme en témoigne le nombre d'urnes retrouvées, on trouve aussi l'exemple de corps enterrés sans incinération. D'ailleurs, des fouilles à Bobigny ont mis à jour avec 515 sépultures la plus grande nécropole gauloise. Et que nous a révélé l'étude de ces ossements? Peu de maladies infectieuses, des troubles articulaires importants et des fractures,
mais aussi de graves carences alimentaires. Comme dans la plupart des sociétés patriarcales, la justice familiale et privée est exercée par le chef de famille. Mais au-delà de ces justices privées, César nous indique que les druides jugeaient tous les différends publics ou particuliers. Aucun auteur n'a parlé des prisons gauloises, et on sait que les condamnations à mort avaient lieu tous les 5 ans. Donc évidemment, les druides sont l'élite religieuse et spirituelle de la Gaule, mais ils détiennent donc aussi le pouvoir judiciaire. On sait que ces druides suivent une formation de 20 ans, et que cette fonction était probablement héréditaire. Strabon les décrit comme les plus justes des hommes, et Diodore les décrit comme des théologiens très honorés. Strabon nous indique aussi que les Gaulois leur confient l'arbitrage des contestations, qu'elles soient privées ou publiques, et qu'il leur appartient spécialement le jugement des crimes de meurtre. Le poète Lucain nous dit que ces druides ont l'habitude de pratiquer la divination sous l'effet de la consommation de glands. Pline le naturaliste nous explique de son côté que les Gaulois utilisent la verveine dans un but divinatoire. Et évidemment, comment ne pas évoquer la culture du gui sacré, qui en langue gauloise signifie celui qui guérit tout. En plus du gui, Pline nous évoque la culture de la verveine et de la sabine par les druides. Alors attention, ceux qui se dédient exclusivement à la divination sont appelés des vades. Les bardes, de leur côté, perpétuent la tradition orale via des poèmes et des chants. Et oui, je vous rappelle qu'il semble que la culture gauloise interdise l'écriture. Les étrangers de passage étaient particulièrement bien accueillis. Diodore nous indique que les Gaulois n'hésitaient pas à les inviter à leur festin. Un auteur anonyme nous parle de l'hospitalité qu'ils donnent souvent aux étrangers. César nous dit de son côté: il est dans les habitudes des Gaulois d'arrêter les voyageurs, même contre leur gré, et de les interroger. Dans les villes, la foule entoure les marchands et les oblige à dire de quel pays ils viennent et ce qu'ils y ont appris. Dites-vous bien que les Gaulois ne savaient pas lire et qu'ils n'avaient pas BFM pour s'informer. Le peuple gaulois semble être un peuple très religieux et superstitieux. Pline le naturaliste nous dit: les Gaules ont été possédés par la magie. César nous dit lui que tous les Gaulois se prétendent issus d'un dieu, dis pater. De son côté, le poète Lucain nous parle de 3 dieux gaulois, le cruel Totates, l'épouvantable Esus et Taranis et ses autels sanglants. Et voilà comment sont honorés les dieux gaulois d'après Lucain. Je cite: ainsi est honoré Mercure Totatis chez les Gaulois. Un homme est précipité tête en avant dans un tonneau plein afin qu'il suffoque. Esus Mars est honoré de cette façon. Un homme est suspendu dans un arbre jusqu'à ce que son sang coule et que ses membres se détendent ou se détachent. Taranis dis pater est honoré de cette façon. Quelques hommes sont brûlés dans un banquet en bois. Les Gaulois croient en la réincarnation de l'âme, mais ceux qui meurent sur un champ de bataille accèdent au paradis. C'est en tout cas ce que nous dit Silius Italicus. Et vous vous souvenez du sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre où 40 000 os humains ont été découverts après une bataille? Eh bien ce même Silius Italicus nous explique que c'est les vautours qui, après avoir déchiré la chair du guerrier gaulois, emportent son âme au ciel auprès des dieux. Donc voilà probablement pourquoi les corps ont été laissés sur le champ de bataille. Donc voilà, il convient ensuite aux archéologues d'essayer de faire la part entre le vrai, le fantasme, l'ignorance ou la propagande. Mais beaucoup de faits vérifiables ont pu être vérifiés. Il faut savoir que plus le voyageur romain pénétrait la Gaule, et plus les mœurs étaient barbares. L'île de Bretagne, donc l'Angleterre pour nous, était vue comme extrêmement barbare. Et l'Irlande, totalement inconnue, mais dont les Romains connaissaient l'existence, était le summum de la barbarie. Les gens de cette île étaient de véritables sous-hommes qui se dévoraient entre eux. Et ouais, carrément. D'ailleurs, pour les Gaulois, l'île de Bretagne, donc l'Angleterre, était une île sacrée. Elle était habitée par des Celtes, donc les Anglais entre guillemets de cette époque étaient en quelque sorte des compatriotes des Gaulois. On verra d'ailleurs les Gaulois demander leur aide durant la guerre des Gaules. Et évidemment, la Gaule de l'invasion romaine est également bien différente de la Gaule de 3 ou 4 siècles plus tôt. Il ne fait aucun doute que les contacts avec les Grecs de Marseille d'abord, puis avec les Romains ont eu un impact sur la civilisation gauloise. Et voilà! Donc en plus de la liste Histoire des Nations, je viens de créer sur ma chaîne une liste que j'ai appelée Histoire de France. N'hésitez pas à la consulter. N'hésitez aussi pas à me suivre sur X ou sur Instagram. Je crois qu'il y a les liens sous cette vidéo. Je voulais vous donner quelques sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Donc tout d'abord le livre sur les Gaulois de Jean-Louis Bruno que j'ai cité dans cette vidéo. Évidemment, La guerre des Gaules de Jules César. Et vous pouvez trouver les œuvres de Strabon et de Diodore de Sicile sur internet. On se voit pour ma prochaine vidéo.